Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au filtre passe-bas passif du premier ordre. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous définir quelques mots de vocabulaire et vous présenter la forme canonique de la fonction de transfert de ce type de filtre, son module et son argument. Nous verrons ensuite 3 circuits de l'électronique qui permettent d'obtenir ce type de filtre et nous étudierons en détail le diagramme de Bode d'un filtre passe-bas passif du premier ordre. Commençons tout d'abord par quelques généralités et par présenter la fonction de transfert canonique d'un filtre passe-bas passif du premier ordre, son module et son argument. Je vous rappelle que la fonction d'un filtre est de modifier un signal d'entrée en amplitude et en déphasage en fonction de sa fréquence, dans l'objectif de conserver une partie du signal qu'on appelle l'information et d'atténuer voire supprimer une autre partie du signal qu'on appelle le bruit. Nous allons étudier ces circuits en régime sinusoïdal permanent, donc nous allons utiliser la notation complexe et la notion de fonction de transfert comme présenté dans les vidéos précédentes. Au niveau du vocabulaire, la notion de passif est opposée à la notion d'actif, donc un filtre passif n'est pas alimenté. Un filtre passif va consommer de l'énergie électrique et ne va pas pouvoir amplifier. Dans la bande passante du filtre, au maximum, le module de la fonction de transfert sera égal à 1, ce qui veut dire que l'amplitude du signal de sortie sera égale à l'amplitude du signal d'entrée au maximum. Et tout ça, c'est la même chose de dire que le maximum du gain en décibels est égal à 0. Il n'y a pas d'amplification possible. Passe-bas, ça veut dire qu'on va filtrer, donc on va atténuer ou on va éliminer des signaux dont la fréquence est supérieure à une certaine fréquence limite qu'on appelle la fréquence de coupure. Et la notion de premier ordre veut dire que dans l'équation différentielle qui régit ce type de circuit, on a au maximum une dérivée du premier ordre. Donc au plus dans la fonction de transfert complexe, on aura du j oméga sur oméga c avec oméga c la pulsation de coupure, oméga c égale 2pi fc, fc la fréquence de coupure. Dans le cadre des filtres du premier ordre, la pulsation de coupure est en fait la pulsation caractéristique du circuit, telle que oméga c égale 1 sur tau, tau le temps caractéristique du circuit. Notez que oméga sur oméga c égale f sur fc, puisque le rapport entre oméga et f est un rapport de 2pi, et donc faire une division de oméga ou une division de f revient au même, puisque les 2pi vont se simplifier. La fonction de transfert canonique d'un filtre passe-bas du premier ordre est égale à A, un coefficient réel, divisé par 1 plus j oméga sur oméga c. C'est en fait la forme canonique de base de ce type de circuit. Vu qu'on étudie un filtre passif, on ne peut pas avoir d'amplification, donc le coefficient réel A est forcément compris entre 0 et 1. Dans le cas des filtres actifs qu'on verra plus tard, ce coefficient pourrait être supérieur à 1 puisqu'on pourra avoir de l'amplification. Étudions le module et l'argument de cette fonction de transfert. Son module est égal à la valeur absolue de A divisé par racine carrée de 1 plus oméga sur oméga c carré. Ici A est forcément compris entre 0 et 1, donc est positif, sa valeur absolue est égale à lui-même. Étudions rapidement ce module, et cette étude se fait toujours en 3 phases. Lorsque oméga est très inférieur à oméga c, donc dans la bande passante du filtre, la limite quand oméga tend vers 0 du module de la fonction de transfert égale valeur absolue de A. Ce qui veut dire que dans la bande passante du filtre, on va tendre vers un coefficient d'amplitude constant égal à A. Lorsque oméga est très grand devant oméga c, donc dans la bande atténuée du filtre, la limite quand oméga tend vers plus l'infini du module de la fonction de transfert égale 0. Donc plus la fréquence augmente, plus l'amplitude du signal de sortie va diminuer. Et lorsqu'oméga égale oméga c, le module de la fonction de transfert est égal à A sur racine de 2, comme on en avait parlé dans la vidéo précédente sur l'introduction au filtre. On confirme ici qu'on a bien un filtre passe-bas, les signaux de fréquence inférieure à la fréquence de coupure sont conservés, et les signaux dont la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure sont de plus en plus atténués au fur et à mesure que la fréquence augmente. L'argument de la fonction de transfert va être égal à l'argument de A moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga c. C'est la décomposition de l'argument d'un rapport de nombres complexes. L'argument de A est égal à 0 puisque c'est un réel positif, et l'argument de 1 plus j oméga sur oméga c, c'est égal à arctangente partie imaginaire sur partie réelle, donc arctangente oméga sur oméga c. Nous obtenons alors que l'argument de la fonction de transfert est égal à moins arctangente oméga sur oméga c. Faisons la même étude rapide des limites en fonction de oméga. En très basse pulsation ou très basse fréquence, la limite quand oméga tend vers 0 de l'argument est égale à 0. Ça veut dire que les signaux vont être en phase. Lorsque la pulsation est très supérieure à la pulsation de coupure, la limite quand oméga tend vers plus l'infini de l'argument est égale à moins pi sur 2. Donc les signaux vont être déphasés et vont être en quadrature de phase, et plus ou moins pi sur 2 est le maximum de déphasage que peut apporter un circuit du premier ordre. C'est dû à la présence d'un condensateur ou d'une bobine, comme on va le voir dans un instant, et donc le déphasage maximum qu'apporte un condensateur ou une bobine, c'est plus ou moins pi sur 2.
Enfin, lorsqu'on est à la pulsation de coupure, l'argument est égal à moins pi sur 4. On est au milieu de l'excursion du déphasage. On reverra ça tout à l'heure lors de l'étude du diagramme de Bode. Je vais maintenant vous présenter 3 circuits d'électronique très simples qui vont nous permettre de fabriquer des filtres passe-bas passifs du premier ordre, et donc la fonction de transfert de chacun de ces filtres pourra tout le temps être identifiée à la même forme canonique que l'on vient de présenter. Le premier circuit est le plus simple et le circuit RC de base, résistance condensateur. On est en régime sinusoïdal permanent, donc on va transformer ce circuit en impédance et en notation complexe. Il faut qu'on détermine la fonction de transfert US sur UE, donc on va déterminer US en fonction de UE et ensuite faire le rapport. Pour déterminer US, on va utiliser le pont diviseur de tension, ça va se faire en une seule ligne. US égale ZC sur ZR plus ZC fois UE. On remplace les ZC, on obtient 1 sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga fois UE. Je vais passer UE à gauche, j'obtiens donc la fonction de transfert US sur UE. Et en même temps, je simplifie la fraction en faisant descendre le JC oméga du numérateur au dénominateur. Et j'obtiens donc 1 sur 1 plus JRC oméga. Je vais identifier oméga C égale 2πfc égale 1 sur RC, donc 1 sur tau, et je peux écrire cette fonction de transfert comme la fonction de transfert canonique 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Ici, le facteur A que j'avais présenté tout à l'heure est égal à 1. Et au maximum, l'amplitude du signal de sortie sera égale à l'amplitude du signal d'entrée. Je vais aussi vous faire un exemple de détermination de R et de C. On veut par exemple une fréquence de coupure égale 2 kHz. J'ai FC égale 1 sur 2πRC, alors confondez pas le C de FC pour fréquence de coupure et le C du condensateur, attention. Donc RC égale 1 sur 2πFC, et si je fais le calcul, j'obtiens 79,6 10-6 ohms farad. Des ohms farad, c'est équivalent à des secondes. Je vous rappelle que tau égale RC, donc tau c'est en secondes. Généralement en électronique, on aura toujours ce problème, on ne pourra jamais déterminer les deux composants indépendamment. Ce qui fait fonctionner ce type de circuit, c'est un couple de composants au minimum, et donc c'est le produit des deux valeurs. Et il y a de nombreuses solutions à ce problème, puisqu'il y a de nombreuses solutions qui mènent à avoir la même valeur du produit R fois C. On appelle ça le choix de l'électronicien. Et ce choix, bien entendu, inclut l'expérience de l'électronicien sur quelle gamme de valeurs on va choisir les composants. Concernant les résistances, il ne faut jamais choisir de résistance trop faible ou trop élevée. Si la résistance est trop petite, de la dizaine d'ohms voire inférieure à une centaine d'ohms, cette résistance ne sera plus prépondérante devant les résistances parasites des autres composants ou des autres systèmes connectés. Attention en revanche à ne pas confondre avec l'utilisation des shunts. Un shunt est une résistance de très petite valeur qui permet de mesurer un courant. Ici on parle bien des résistances principales du circuit, celles qui vont générer les fonctions principales. Si elles sont trop petites, on va devant des problèmes vis-à-vis des résistances parasites des autres composants, et les courants du circuit seront aussi trop élevés, il faut veiller à ça. Si sa valeur est trop élevée, au-delà du mégaohm, parfois peut-être un petit peu plus, eh bien les courants principaux dans notre circuit ne seront plus prépondérants devant les courants de fuite, devant les courants parasites des composants et des autres systèmes. Une valeur de départ pour le choix des résistances, c'est 10 kΩ. Cette valeur n'est ni trop petite ni trop grande par rapport au problème que je viens d'énoncer. En choisissant une résistance autour de cette valeur-là, généralement, on n'a pas trop de problèmes. Les mêmes remarques s'appliquent pour le condensateur, avec d'autres phénomènes. Choisir des condensateurs trop petits, de l'ordre du picofarad, eh bien on va s'approcher trop près des valeurs parasites qui existent naturellement dans les circuits électroniques. En fait, en électronique, le moindre défaut de conduction électrique entre deux connecteurs, par exemple, va créer un condensateur parasite. Je vous rappelle qu'un condensateur, c'est deux plaques métalliques séparées par un isolant. Donc un petit défaut de conduction électrique qui peut s'apparenter à un petit isolement parasite, eh bien va créer un condensateur parasite de quelques picofarads. Pour ce type d'application en électronique, dite signal, nous allons utiliser des condensateurs en technologie céramique ou plastique, et dans ces gammes de condensateurs, nous allons avoir des valeurs de la centaine de picofarads à quelques microfarads. Pour avoir des condensateurs de plus forte capacité, nous allons avoir recours à des associations parallèles de condensateurs pour augmenter cette capacité. Faisons un choix par exemple du condensateur et regardons ce que ça donne pour la résistance. La valeur du produit RC est égale à 79,6 10-6. La valeur la plus proche d'un condensateur en série E12, ce serait 82. Si on choisit 8,2 nanofarad, on obtient une résistance de 9,7 kΩ. 9,7 kΩ, ce n'est pas une valeur normalisée, mais c'est une valeur tout à fait acceptable. Donc pour cette résistance avec des valeurs normalisées, on prendrait par exemple 9,1 kΩ plus 600 ohms en série E24.
On pourra faire l'opération inverse en choisissant d'abord la résistance, puis en calculant le condensateur et en ajustant sa valeur grâce à des associations, mais c'est généralement plus simple d'ajuster la valeur de la résistance avec des valeurs normalisées, puisque les valeurs normalisées des résistances sont bien plus nombreuses que celles des condensateurs. Deuxième circuit que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, où j'ai mis deux résistances, R1 et R2, avec un condensateur. Et je ne vais pas refaire la démonstration de la fonction de transfert qu'on avait déjà faite précédemment. On obtient R2 sur R1 plus R2 multiplié par 1 sur 1 plus J R équivalent C oméga, avec R équivalent égale R1 parallèle à R2, donc R1 R2 sur R1 plus R2. On a oméga C égale 1 sur R équivalent C, et donc on peut mettre la fonction de transfert sous forme canonique, A divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Alors, je vous présente cet exemple pour vous faire un coefficient A différent de 1. Ici, on a inclus une atténuation qui est en fait le pont diviseur de tension R2 sur R1 plus R2, et le coefficient A est bien inférieur à 1 dans ce cas-là. La différence avec le circuit précédent, c'est qu'on va avoir une atténuation dans la bande passante du filtre. Dernier exemple, un circuit avec une bobine, donc le circuit RL ou LR, puisque la bobine est mise avant la résistance. La démonstration se base sur le même principe que le circuit RC de base, et on obtient la fonction de transfert égale 1 sur 1 plus JL sur R oméga. Je vous rappelle que dans le cadre d'un circuit RL, la constante de temps égale L sur R. Donc on va avoir oméga C égale 2πfc égale R sur L. On peut mettre ça sous forme canonique, et on a exactement le même comportement que le circuit RC de base. C'est un circuit qui est moins utilisé que le circuit avec un condensateur, mais on obtient le même fonctionnement. Nous allons maintenant étudier le diagramme de Bode et son tracé du filtre passe-bas passif du premier ordre. Je vous rappelle que le diagramme de Bode, c'est le tracé du gain et de l'argument de la fonction de transfert. Le gain en décibels, c'est 20 logarithmes du module de la fonction de transfert. Le logarithme permet de transformer une division en soustraction. On obtient donc 20 log de valeur absolue de A moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga C carré. Pour l'exemple, je vais prendre A égale 1 et FC égale 2 kHz, comme le calcul que j'ai fait tout à l'heure. 20 log de 1 égale 0, donc pour cet exemple, on va avoir le gain en décibels égale moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga C au carré. Avant de tracer le diagramme de Bode, nous allons calibrer les axes, donc placer les limites en fréquence et en gain. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger des grilles semi-logarithmiques pour tracer vos diagrammes de Bode. On sait que la fréquence de coupure de notre filtre passe-bas est 2 kHz, et on va placer cette fréquence de coupure au milieu de notre grille semi-logarithmique. J'ai pris une grille 5 décades, donc on va la placer sur la décade centrale, ce qui fait que la décade centrale va de la décade de 1000 à 10 000 Hz. Et ça nous permet de graduer les autres décades. Alors ne soyez pas perdus, dans les équations on utilise la notation en pulsation oméga, parce que c'est ce qui apparaît naturellement lorsqu'on fait des dérivées des intégrales en complexe. Mais pour les tracés, on va plutôt utiliser des axes gradués en fréquence, en Hertz. Pour deux raisons, parce que c'est plus simple pour nous humains de nous représenter des fréquences plutôt que des pulsations, et puis sur les appareils, on va plutôt utiliser des réglages en fréquence que des réglages en pulsation. Pour entamer la graduation verticale, il faut commencer à étudier plus précisément le gain. Mais on sait déjà, parce qu'on en a déjà parlé précédemment, que la valeur maximum du module de la fonction de transfert est égale à 1 dans la bande passante. Donc le gain maximum va être égal à 0. On peut donc placer en haut de notre graphique la valeur maximum 0. Toutes les autres valeurs de gain seront négatives, et par expérience, et on l'avait déjà expliqué dans une vidéo précédente, on va avoir des pentes à moins 20 décibels par décade. Donc en fonction du nombre de décades que l'on a sur l'échelle horizontale, on peut graduer de moins 10 en moins 10 sur les grandes graduations pour aller jusqu'à moins 40 sur l'échelle verticale. Ce sera tout à fait suffisant pour ce qu'on a à faire. La première chose que l'on fait pour tracer un diagramme de Bode, c'est d'étudier les asymptotes, les limites graphiques, afin d'avoir des guides pour tracer le vrai graphique. Et on va regarder les limites en basse et en haute fréquence. En basse fréquence, la limite du gain quand oméga tend vers 0 va être 20 log du module de A, tout simplement parce que oméga sur oméga C va tendre vers 0 au dénominateur. Dans notre exemple, on a pris A égale 1, donc la limite du gain égale 0. On vient presque de le dire en graduant notre grille semi-logarithmique. C'est une constante. Et donc graphiquement, on obtient une asymptote horizontale. Les asymptotes sur le diagramme de Bode sont tracés soit dans la bande passante, soit dans la bande atténuée. Là, on est dans la bande passante. On va donc tracer une droite horizontale de la fréquence la plus faible jusqu'à la fréquence de coupure à la valeur de gain égale 0. Et ça, ce sera le comportement du gain lorsque la fréquence va devenir de plus en plus petite. On peut faire la même chose en haute fréquence et regarder la limite du gain lorsque oméga tend vers plus l'infini.
Je vais prendre la forme déjà simplifiée, donc on aura la limite de moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga c carré. Oméga sur oméga c va tendre vers plus l'infini, donc le 1 devient négligeable. On peut simplifier le carré et la racine. On obtient 20 log de oméga sur oméga c. On peut découper le logarithme en deux parties, donc on va avoir moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga c. On avait déjà expliqué dans une autre vidéo que sur des axes semi-logarithmiques, cette équation était en fait l'équation d'une droite de pente moins 20 décibels par décade. On va donc tracer une droite à partir de f égale fc avec une pente de moins 20 décibels par décade. Moins 20 décibels par décade, ça veut dire que si on multiplie la fréquence par 10, on a perdu 20 décibels. Et on obtient ce qu'on appelle le graphe asymptotique du diagramme de Bode en gain. On fera la même chose avec l'argument dans un instant. Petite parenthèse sur le comportement intégrateur. Notez que dans la bande atténuée avec la pente de moins 20 dB par décade, on retrouve un comportement qu'on a déjà abordé, qui est un comportement intégrateur. En effet, si on simplifie la fonction de transfert en haute fréquence, on se retrouve avec une forme de type divisé par jω. Je vous rappelle que multiplié par jω c'est dérivé, et divisé par jω c'est intégré. Et c'est la manière dont on fait un intégrateur dans la vraie vie, c'est qu'en fait on fait un filtre passe-bas et on fonctionne dans la bande atténuée. Alors dans la vraie vie, on utilise un filtre actif où on peut amplifier et donc ne pas avoir de signaux trop atténués dans la bande de fonctionnement. Dans la vidéo concernant l'intégrateur, on avait pointé du doigt un problème. Lorsque la fréquence diminue, l'amplification continue d'augmenter puisque la droite continue d'augmenter dans ce sens-là. Le fait d'avoir un passe-bas permet de couper cette amplification qui ne cesse d'augmenter et d'amplifier les basses fréquences avec une valeur constante et pas avec une valeur qui tendrait vers l'infini lorsque la fréquence tendrait vers 0. Fin de la parenthèse sur l'intégrateur. Après avoir tracé le graphe asymptotique, on va tracer le graphe réel, c'est-à-dire le vrai lieu des points, la vraie courbe. Pour ça, on va regarder en premier un point qui est pour oméga égale oméga c. Et on va avoir le gain à cette valeur égale moins 20 log de racine de 2 si on remplace dans l'équation de la fonction de transfert, égale moins 3 décibels. C'est pour ça que la fréquence de coupure est aussi appelée fréquence de coupure à moins 3 décibels. Avec quelques calculs supplémentaires et le comportement global au premier ordre, on peut tracer la vraie courbe du gain et on va se rendre compte que ce tracé s'appuie fortement sur les asymptotes en basse et en haute fréquence. Par exemple, si je prends oméga égale oméga c sur 10, et en faisant le calcul du gain, je me rends compte que cette valeur est égale à moins 0,043. On est presque déjà sur l'asymptote. Si je prends une décade après la fréquence de coupure, le gain est égal à peu près à moins 20,043, et là aussi on est collé très proche à l'asymptote. On peut calculer quelques points supplémentaires pour avoir plus de précision dans le coude qui passe par moins 3 décibels. Intéressons-nous maintenant au tracé de l'argument. L'argument, il n'y a pas de transformation supplémentaire par rapport à la fonction de transfert. Et on avait vu au début de cette vidéo qu'il était compris entre 0 et moins pi sur 2. Chaque grande graduation de l'axe vertical est divisée en 10. Donc si je suis entre 0 et moins pi sur 4 sur la première grande graduation, j'ai en fait pi sur 40 sur chaque petite graduation. Pi sur 4 c'est 45 degrés, pi sur 40 c'est 4,5 degrés. Donc la lecture du graphe peut être facilitée même si vous graduez en radians et si vous divisez correctement vos graduations. Je n'ai pas repris l'axe des fréquences, c'est le même que celui pour le gain. Le tracé du graphe asymptotique pour l'argument est très simple. En basse fréquence et en haute fréquence, les deux limites tendent vers une constante, 0 et moins pi sur 2. On a deux constantes, donc deux asymptotes horizontales, et la méthode de tracé suit la même logique que celle pour le gain. Pour le graphe réel, on se rend compte que pour oméga égale oméga c, on passe par le point moins pi sur 4. Avec des calculs supplémentaires et le comportement de l'arc-tangente, on peut tracer le graphe réel. On se rend compte que celui-ci colle moins rapidement aux asymptotes que le graphe en gain. Je vous ai fait un exemple avec le coefficient a égale à 1 et avec une certaine fréquence de coupure. Regardons maintenant dans des cas plus généraux de la fonction de transfert canonique. Pour commencer avec le coefficient a différent de 1. Eh bien tout simplement, le terme 20 log de module de a reste dans l'équation du gain et on ajoute donc un terme constant au fonctionnement précédent. Ce qui veut dire que le maximum ne serait plus égal à 0, mais serait différent de 0, et dans notre cas serait même négatif, puisque le coefficient a est compris entre 0 et 1, et dans ce cas-là, 20 log de a est négatif. On va décaler verticalement le comportement qu'on vient de déterminer. On additionne au diagramme en gain une valeur constante. Dans tous les cas, à la fréquence de coupure, on aura le gain maximum, moins 3 décibels. Le diagramme en face n'est pas modifié, puisque a est une constante réelle positive, donc son argument est égal à 0. Si on modifie la fréquence de coupure, le comportement global sera toujours le même, mais décalé en horizontal cette fois-ci.
C'est tout l'intérêt de se ramener systématiquement à la forme canonique de la fonction de transfert qui permet de faire toujours le même travail. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment relier toutes ces équations et ces graphes aux signaux initiaux, aux signaux sinusoïdaux d'entrée et de sortie. Le signal d'entrée, on va l'écrire grand E cosinus oméga t, avec grand E son amplitude, et le signal de sortie, on va l'écrire grand S cosinus oméga t plus phi s, avec S son amplitude et phi s le déphasage. On prend le déphasage du signal d'entrée égale 0 par simplification. L'amplitude du signal de sortie est égale à l'amplitude du signal d'entrée, grand E, multiplié par le module de la fonction de transfert, et le déphasage, phi s, est égal à l'argument de la fonction de transfert. Exemple, on met en entrée un signal avec grand E égale 10 volts et une fréquence de 4 kHz. On a donc oméga sur oméga c égale f sur fc égale 2. La fréquence que j'ai choisie pour l'exemple est 2 fois plus élevée que la fréquence de coupure de notre filtre. Première méthode pour déterminer l'amplitude du signal de sortie et son déphasage, c'est d'utiliser les équations initiales de la fonction de transfert en module et en argument. Et on obtient que ce module à 4 kHz est égal à 1 sur racine de 5, ce qui donne à peu près 0,0447. On multiplie par 10 volts, l'amplitude du signal de sortie est égale à 4,47 volts. Pour le déphasage, on va avoir moins arctangente de oméga sur oméga c, donc moins arctangente de 2, égale moins 1,1 radian. Avec la conversion en degrés, on trouve moins 63,5 degrés. Deuxième solution, c'est d'utiliser le diagramme de Bode. Et parfois, on ne peut avoir que le diagramme de Bode et pas les équations, parce que pour une application donnée, le fabricant ne fournit que des diagrammes et pas d'équations. Donc on va chercher le 4 kHz sur le diagramme en gain et sur le diagramme en phase. Et étant donné que le gain c'est 20 log du module de t, eh bien on peut retrouver le module de t en inversant cette équation et en trouvant 10 puissance le gain divisé par 20. On trouve que le gain à 4 kHz est à peu près égal à moins 7 décibels, 10 puissance moins 7 vingtièmes, c'est 0,0447. On retrouve la même valeur que précédemment, heureusement. On fait la même chose pour l'argument et bien entendu, on trouve la même valeur par lecture du graphe. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie, j'espère que vous avez appris plein de choses sur les filtres passe-bas passifs du premier ordre et sur les tracés du diagramme de Bode. Nous reprendrons ce type d'étude avec les filtres passe-haut passifs du premier ordre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et si vous avez des questions, je réponds aux questions dans les commentaires. Portez-vous bien.